Mesdames, Messieurs, bonsoir. J-7 avant le JTEX Africa 2024. Rendez-vous essentiel et incontournable pour les acteurs de l'écosystème africain du digital, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'événement est une fenêtre essentielle pour les startups du Maroc et de l'Afrique et un must pour être à la page des dernières avancées technologiques dans le monde. En chiffres, avec ses 130 pays représentés, cette deuxième édition réunira pas moins de 1400 entreprises et startups, dont plus de 200 marocaines. Cette grand-messe de la tech sera aussi l'occasion d'annonces importantes. Pour quel impact économique et aussi quelle influence sur les politiques publiques technologiques? Car il faut rappeler que la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030 est toujours en gestation. Et pour aspirer à devenir un hub numérique régional, l'heure est à l'action, notamment pour le e-gov, cette véritable locomotive de toute Digital Nation to be. Et sur cela, le Maroc coince en bas du tableau de l'e-Government Index, notamment pour l'année 2022, en tout cas le dernier en date. Comment le JTEX, ou le JITEX pour les anglophones, peut-il donner ce coup d'accélérateur nécessaire pour libérer le plein potentiel de l'écosystème digital du Maroc? La Health-Tech est à l'honneur cette année et sur ce chapitre, le Maroc se distingue en termes de solutions innovantes pour le parcours de soins. Quelles sont ces innovations qui viennent répondre aux besoins des Marocains, mais aussi des pays africains, entre autres? Enfin, sur le financement des startups, comment se porte le marché du venture capital en Afrique, en sachant que plus de 70% des investissements capital risque sur le continent proviennent de l'étranger, d'investisseurs internationaux. Nous répondons à ces questions d'actualité en compagnie de nos invités pour représenter le JITEX Africa, le Country Chief Representative, Chakib Achour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de questions d'actu. Merci. Marhaba. Et avec nous également, je vous ai parlé de Health-Tech. Il représente aussi une filiale ou la filiale santé du groupe ABA Technologies. Il s'agit de la filiale Mediot. C'est son directeur général délégué, Dr Saad Chachour. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir et merci de votre invitation. Marhaba. Et nous avons aussi avec nous ceux qui font aussi la technologie dans ce pays. Il s'agit des utilisateurs des systèmes d'information, des directeurs des systèmes d'information qui sont regroupés dans une association que vous devez certainement connaître. Il s'agit de l'OSIM. Nous avons avec nous ce soir son vice-président, Hussein Drissi. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous êtes directeur du système d'information du groupe Crédit Agricole Maroc. Marhaba à vous également. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être, avant de parler de l'édition 2024, l'édition 2023 du JITEX. Donc, c'est la deuxième année où ce grand événement de la tech se tient au Maroc, plus précisément à Marrakech. Chakib Achour, comment l'édition précédente a-t-elle contribué au soutien d'abord des startups au Maroc et en Afrique et beaucoup plus globalement de l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont bien sûr locaux? Merci. Donc, en fait, l'édition qui a eu lieu l'année dernière, c'était la première édition de JITEX Africa, c'était en 2023 à Marrakech, qui a connu un franc succès de l'avis de tous les experts. C'était une édition qui a connu un franc succès pour des startups et c'est également basé sur une enquête de satisfaction que nous avons fait sur place avec nos clients, partenaires des startups, qui ont exprimé des expressions favorables par rapport au JITEX Africa Morocco, la première édition. Alors évidemment, ce qui était important, c'est que l'année dernière, il y avait quand même un hall qui était réservé pour les startups, 400 startups, et donc c'était quelque chose de nouveau en Afrique, de nouveau au Maroc. 400 startups dans un hall, en connexion avec des investisseurs. Donc, il y avait des levées de fonds. Donc, nous avons mis en place également une compétition JITEX qui s'appelait donc Supernova et qui a donné accès à plusieurs startups pour faire de la compétition. Il y avait 2 startups marocaines qui ont gagné ce prix-là. Et ce qui est important, c'est que cette année, je les ai rencontrés, ces startups-là, et une des startups, donc, qui se développe maintenant en Europe. Donc, c'était un franc succès. Et, on a des chiffres, on a plus de chiffres. Est-ce qu'il y a des deals vraiment très importants qui ont été scellés en marge du JITEX 2023 ou peut-être après? Donc, vous avez la connaissance, parce qu'après, bon, peut-être les deals restent assez confidentiels, mais est-ce qu'on a eu un grand... Alors, il faut être concret, c'est qu'il y a eu une accélération aujourd'hui. Il y a une accélération
de la digitalisation au Maroc. Et on le voit très très bien aujourd'hui avec l'apport de GITEX. GITEX qui permet d'asseoir l'image du Maroc comme un hub d'innovation au Maroc. Et on le voit aujourd'hui, donc ce n'est pas un scoop, des sociétés américaines qui ont annoncé de gros investissements au Maroc. C'est un travail de ces sociétés-là avec le gouvernement, mais bien sûr, GITEX, elle permet d'asseoir cette notoriété du Maroc sur la scène internationale en termes d'innovation. Vous faites référence au dernier deal signé avec Oracle? Tout à fait. L'américain Oracle. Donc il y avait 2 investissements d'Oracle. Un premier investissement avec une société marocaine pour développer le cloud et un deuxième investissement sur le centre de recherche et développement au Maroc, mais pour les talents africains. Encore une fois, c'est un apport pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. Si on voit, parce que je parle d'impact aussi économique, Chakib Achour, le GITEX Global 2024, qui est un peu le grand frère, hein, n'est-ce pas, du GITEX Africa, il vient de souffler sa 44e bougie, 4 décennies. Tout à fait. Il a généré en 2023 $2 milliards en termes d'impact économique et $1 milliard de valeur ajoutée, plus de 53% par rapport à 2022. Est-ce qu'on peut quantifier cet impact aussi pour le GITEX Africa, pour l'économie marocaine? Alors, il est difficile de quantifier cet impact tout de suite, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, la différence entre la première édition et la deuxième édition, donc il y a une augmentation de 70%. Ces 70%, ils sont concrétisés sur le terrain par une participation de plus de 1400 sociétés qui vont exposer, venant de 130 pays, qui est très important. Il y a des sociétés et des personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Maroc. Ils sont là pour la première fois. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée qui est importante, c'est qu'il y aura plus de 450 investisseurs africains, Moyen-Orient, européens qui seront présents et qui seront connectés avec les startups. Alors maintenant, en termes de quantifier donc, les données économiques, il est compliqué de quantifier les données économiques tout de suite, mais par contre, je vous promets, donc il faut être là en real time parce qu'il y aura des annonces très importantes, des investisseurs et également des sociétés. On peut avoir peut-être juste une idée sur les annonces, Chakib Achour, qu'on pourrait voir se concrétiser la semaine prochaine, donc avec le début du GITEX 2024. Je préfère ne pas dévoiler des annonces et je préfère laisser des bonnes surprises. Oui. Et pour les suivre en temps réel, ça serait quand même beaucoup mieux. Et encore mieux sur place au GITEX à Marrakech. Nous y serons certainement, nous y serons. Et beaucoup de big players qui seront présents, nous y reviendrons. Quelles sont vos attentes, par exemple, pour la communauté justement des utilisateurs des systèmes d'information? Que représente le GITEX Africa? Alors, le GITEX Africa, moi, je me rappelle de l'édition 2023. Effectivement, un événement de cette taille-là au Maroc, c'est une première. Et cette taille-là, en fait, elle a un impact par rapport au fait que c'est international. Donc, effectivement, ça nous donne du contact avec l'ensemble des acteurs des technologies. On a vu un nombre assez impressionnant de startups. Mais l'aspect international est aussi important par rapport au fait qu'il nous permet, à nous, et être en contact avec les acteurs avec lesquels on travaille déjà, mais de rencontrer de nouveaux, et aussi de rencontrer d'autres utilisateurs des systèmes d'information venant d'autres pays, et nous donne la possibilité de nous comparer et de nous benchmarker, et ainsi on peut en fait, identifier nos axes sur lesquels on doit travailler ou sur lesquels on excelle. Et nos attentes par rapport à l'édition de 2024, c'est effectivement aller un peu plus loin. Il y a des partenariats, il y a des conventions qui sont signées. Effectivement, nous, on attend qu'il y ait des résultats et qu'on voit ces résultats se concrétiser sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Il faut qu'on puisse montrer ce qui a avancé et puis identifier les choses sur lesquelles il y a encore des choses à faire. Ce qui avance, c'est au niveau public ou privé? Est-ce que le privé n'avance pas un peu plus vite que le public aujourd'hui en termes de technologie? Je pense que la comparaison est compliquée parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est facile de dire qu'une petite structure avance beaucoup plus vite qu'une plus grande, que ce soit public ou privé. La règle est toujours là. On a plus d'agilité quand on est petit, mais par contre, quand on a une dynamique qui est beaucoup plus lourde, et en plus le public a des contraintes réglementaires à gérer, je pense que le sujet réglementaire est un sujet qui prend du temps. Donc, je pense que la comparaison n'est pas très équitable vis-à-vis du public, mais effectivement, il y a une dynamique qui est bonne, il y a une orientation qui est bonne. On aimerait bien que ça accélère encore plus chez les privés et encore plus chez le public, ça c'est une évidence.
Je vais poser la même question. Donc, vous y avez participé, vous, en tant que médiate l'année dernière. Absolument. Peut-être un retour sur cette expérience, professeur Écoutez, moi, je pense honnêtement que des événements de cette taille, de cet acabit-là, en fait, sont une excellente opportunité tout d'abord pour faire du réseautage, bien entendu. Mais au-delà, c'est également le fait de faire appel, j'allais dire, à toutes les compétences au niveau africain dans le cadre de cette édition, afin donc de mutualiser un petit peu, on va dire, toutes les innovations qui se font. Comme vous le savez, quand on est en train de parler de la santé, aujourd'hui, la santé a dépassé le stade national pour parler aujourd'hui de la santé continentale, de la santé globale. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire pour nous donc de voir grand quand il s'agit de la santé. D'où justement cet appel à synergie qui peut se faire dans de telles, j'allais dire, manifestations, de très haut niveau d'ailleurs. Et puis en même temps, c'est également pour nous, comme dans n'importe quelle société, l'occasion de pouvoir aussi exporter le savoir-faire marocain, de pouvoir également exporter notre expertise, donc j'allais dire au profit de l'ensemble donc des pays voisins et du continent de manière. Et ça a été d'un apport positif pour vous. Absolument. D'où votre présence aussi, j'imagine, cette année. Exactement. Au Nous sommes également attendus au tournant pour dévoiler plusieurs innovations. Donc, il y a du nouveau par rapport à 2023. Bien entendu. Alors, je vais taire quelques innovations, je vais prendre l'exemple de mon ami, mais voilà, je peux vous dire déjà qu'elles vont concerner un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes en train d'utiliser, notamment l'intelligence artificielle, notamment la télémédecine, les hôpitaux connectés, entre autres. Voilà. Oui. Qui font un peu aussi le backbone de votre activité. Tout à fait. À savoir la télémédecine, en fait, c'est rapprocher les soins vers les populations les plus reculées notamment. Et on sait comment c'est très nécessaire aujourd'hui au niveau du Maroc, dans certaines zones reculées, mais aussi au niveau des 53 autres pays africains. Chekib Achour, je vais me tourner vers vous pour nous parler davantage. Donc, on a parlé un peu des retours de la première édition, la deuxième édition. Quelles sont aujourd'hui vos attentes, vous, en tant qu'organisateur pour cette deuxième édition? Comment voyez-vous aussi les outputs de cette deuxième édition et comment elle est améliorée, parce que vu qu'on parle, c'est comme version 2.0, version 1.0 par rapport à la première. Parce qu'il est jeune, hein, on lui souhaite bien sûr longue vie à ce GITEX Africa, mais c'est un événement qui reste quand même jeune. Absolument. Les ambitions pour la deuxième édition cette année, elles sont très importantes parce que déjà, premièrement, nous traitons beaucoup de sujets. Donc, il y aura un hall qui est réservé pour les Digital Cities. Et là, effectivement, l'autorité de Dubaï sera là pour montrer donc, toutes les innovations en termes de e-gov. Donc, c'est très important parce qu'il y aura donc des Digital Cities et également des solutions e-gov qui vont être représentées dans ce hall. Il y a la partie télécom qui sera présente en force, l'Internet des objets, le cloud, et l'intelligence artificielle, elle sera partout. Et tout ça ne peut avoir lieu qu'effectivement avec un sujet qui est très important, c'est la cybersécurité, où la DGSCC sera là avec d'autres instances qui représentent la cybersécurité en Afrique, également l'instance qui représente la cybersécurité aux Emirates qui sera présent au GITEX. Et la nouveauté cette année, c'est que nous avons rajouté 2 thématiques qui n'existaient pas l'année dernière. Et ça, c'est à la demande, justement, donc, de nos partenaires et nos clients. Et ce sont les 2 thématiques qui sont complètement en phase avec les préoccupations marocaines et africaines. Premièrement, c'est du fintech. Donc, nous rajoutons donc cette thématique qui est très importante. Les banques de la place marocaine y sont présentes, la Banque centrale, des banques africaines, des sociétés dans le paiement électronique, dans le paiement digital, qui sont présents dans le Digital Wallet, des startups qui seront là, qui sont spécialisées dans le fintech. Donc, il y aura des débats très importants au niveau des fintech. Et l'autre nouveauté cette année, c'est nous tenons la première édition de World Future Health Africa. Donc, je remercie Mediot de nous faire confiance depuis le début, d'être présent, de soutenir cette conférence, parce que c'est la première édition. Pourquoi c'est important d'avoir la santé, justement C'est important parce que c'est en phase avec les préoccupations marocaines, c'est en phase avec les actualités au Maroc et en Afrique, et c'était basé effectivement sur un feedback que nous avons reçu de la part des ministres africains et également des clients africains, où il faut rajouter des thématiques qui sont en phase avec l'actualité. Donc, la première édition, donc nous tenons la première édition de World Future Health Africa. Donc, on va parler de la santé. Donc, nous allons discuter donc en détail par rapport à ce qui va être discuté pendant le World Future Health Africa. Et également, ce qui est important par rapport à ça, c'est tenir cette première édition et la continuité de cette première édition, donc pour la prochaine, la deuxième édition, mais dans un environnement international.
Donc, nos attentes cette année, c'est qu'il faut qu'il y ait des contrats qui vont être signés entre le gouvernement et le privé, donc des partenariats publics-privés, ça c'est important, des gros investissements de la part des multinationales qui vont être annoncés de toute façon, d'accord, et également des levées de fonds. Donc, imaginez-vous, cette année, on s'attend à plus de 700 startups. Donc, il y a un hall qui va être réservé à 700 startups qui seront connectés avec 450 sociétés investisseurs venant des 4 coins du monde. Donc, on s'attend à des affaires qui vont être conclues pendant GITEX et également de grosses annonces qui vont donner des retombées positives pour le Maroc et pour le continent africain. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me donner quelques informations sur le GITEX Africa. Alors, il dit que c'est justement, ça sert de plateforme aux entreprises pour exposer leurs dernières innovations et solutions technologiques, les participants, les caractéristiques principales. Et là, il a rajouté un 5e point, je ne vais pas tous vous les citer, parce que ce n'est pas le but, c'est la transformation numérique, l'écosystème des startups, l'influence sur les politiques. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un espace pour peut-être apporter un plus pour les politiques publiques liées au digital? Tout à fait. Donc, effectivement, une manifestation comme GITEX, qui est une manifestation internationale où il y a des grands experts qui vont parler sur différents sujets. Donc, ça permet effectivement d'ouvrir des yeux sur un certain nombre de sujets politiques qui nous concernent tous. Donc, en fait, l'apport de GITEX, c'est aussi c'est changer notre quotidien, que ce soit au point de vue technologique, mais au point de vue économique et au point de vue politique. Vous avez parlé tout à l'heure de benchmark. Cédrici, vous avez parlé de benchmark avec les experts que vous rencontrez. J'aimerais bien vous interpeller justement par rapport au benchmark que vous avez fait l'année dernière. Et qu'est-ce qui démarque le Maroc par rapport aux autres pays de la région? Alors, d'abord, il y a le GITEX est un espace dans lequel, effectivement, nous, on a noué des liens avec un certain nombre de confrères au niveau des pays africains. Alors, en l'occurrence, l'OSIM, parmi les actions qu'elle réalise au niveau du GITEX, c'est qu'elle a invité un certain nombre de responsables, de clubs DSI au niveau des pays africains. Et ces liens-là ont donné lieu à d'autres échanges, notamment le président de l'OSIM est parti en République démocratique du Congo afin de faire un partage d'expérience et expliquer un peu le modèle OSIM, mais également un partage sur l'expérience marocaine. Donc ces échanges-là, moi je considère que c'est intéressant. Ça permet aussi de savoir dans quelle dynamique se trouvent d'autres pays. Effectivement, le retour qu'on en a eu, c'est qu'effectivement, les autres pays africains, en tout cas certains, avancent avec une dynamique qui est très forte, dans une démarche qui est différente, mais il y a une dynamique de développement parce qu'effectivement, c'est un continent dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire, et la dynamique est là, et surtout que la technologie permet de sauter des pas. Donc cet espace où on va échanger avec les différents acteurs, pour nous, effectivement, ça nous permet de dire que le Maroc, globalement, vous l'avez dit tout à l'heure, sur certains aspects, on est en retard, sur d'autres, on est quand même bien. Mais globalement, moi, le vrai ressenti qui m'intéresse, c'est que demain, quand je vois un citoyen, un Marocain, il bénéficie des solutions technologiques dans son quotidien, je me dis, là, on a gagné des choses. Même quand il y a des projets qui sont annoncés, si ce n'est pas cet aspect-là qui est touché, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim. Surtout qu'il y a beaucoup d'études, justement, de l'OSIM que vous représentez qui démontrent certaines lacunes et certains retards qui sont accusés, notamment sur des services aux citoyens qui tardent à voir le jour. Alors effectivement, c'est vrai qu'on réalise un certain nombre de livres blancs et l'intérêt, c'est effectivement de collecter l'information de la part de nos adhérents. On prend l'information réelle, effectivement, on rajoute tout le contenu scientifique qui est nécessaire pour avancer sur les sujets. On sort avec des recommandations. Forcément, il y a toujours des choses à améliorer, c'est évident. Et sur le volet e-gov, effectivement, je pense que le point il est adressé. La vitesse avec laquelle ça avance, effectivement, on regarde et on espère que ça avance très très vite. Mais en tout cas, on a beaucoup d'ambition pour notre pays en voyant ce type de chantier s'accélérer, se concrétiser. Exact. Parmi les chantiers qui s'accélèrent et se concrétisent avant même le e-gov, c'est pour ça que je vous ai interpellé tout à l'heure, ce n'est pas pour comparer, loin de là, mais force est de constater que la vitesse de l'évolution des solutions
appliquées par le privé, soit dans le secteur bancaire, où là, on a un exemple dans la health tech, sont sur une cadence beaucoup plus rapide que l'adoption de solutions innovantes pour d'autres besoins qui soient administratifs ou autres. Ça paraît naturel. Parce qu'effectivement, quand on a un besoin business, quand on a une recherche de revenus, en fait, même au niveau, je vous parle du crédit agricole, effectivement, on a adopté un certain nombre de technologies, notamment sur le volet digital ou sur le volet data. Tant que ça répond à des besoins, où on optimise la qualité de service qu'on va offrir à notre clientèle, ça réduit nos coûts et des choses de ce type-là, forcément, ce type de projet avance plus vite que des projets de support et qui nécessitent une lourdeur ou dont l'impact prend plus de temps. Oui. Le contribuable aussi, c'est un peu comme un client de l'État, entre guillemets. Je ne le compare pas encore une fois, mais là aussi, le contribuable, il s'acquitte de ses droits et de ses impôts. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. En fait, l'innovation est là pour répondre à un besoin. Oui. Ou pour le créer. Et l'innovation n'est pas que technologique. Oui. En fait, la technologie est là pour apporter de la célérité à des process, pour apporter peut-être de la valeur ajoutée qu'on n'aurait pas pu faire sans la technologie. Mais tant qu'au niveau process, on n'est pas fluide et que c'est compliqué. Et c'est là où, quand je parle de process, la réglementation n'est pas très loin. Donc, il y a le point sur la réglementation, pour moi, est très important. Il est très, très important. Il est central et je pense qu'il doit être ou décentralisé dans le sens où il ne doit pas être aussi important pour ne pas ralentir la cadence. Alors, en termes de... Donc, on a entendu parler de la FinTech. Je voudrais vraiment qu'on connaisse un peu davantage les avancées aujourd'hui en termes de health tech au Maroc, Dr Chacher, pardon. Et en fait, si on venait à comparer avant la Covid et après la Covid, quel a été ce saut qui a fait qu'aujourd'hui, on a quand même une health tech dont nous pouvons être fiers? Tout à fait. En toute objectivité. Bien entendu. Bien sûr. Alors, c'est vrai que la Covid-19, comme pandémie, comme maladie qui a touché, on va dire, la planète tout entière, bien sûr, c'était un événement malheureux. Mais dans tout malheur, il y avait quand même quelque chose de positif. Et je pense que ce qui était le plus positif dans cette pandémie, qui a été d'ailleurs gérée avec brio au Maroc, c'est le fait qu'elle a quand même permis l'essor d'une nouvelle médecine, qui est la médecine connectée, ou bien la télémédecine de manière particulière. Mais on va parler de la tech de manière générale. Et... J'aime à dire que finalement, la télémédecine, c'est la véritable médecine de proximité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez besoin, par exemple, de vous déplacer pour aller voir le médecin, encore faut-il qu'il soit disponible, ou lorsque vous avez besoin de prendre des rendez-vous tardifs, des fois, eh bien, nous avons tous été confrontés à ces situations. La télémédecine, en fait, permet de rapprocher, j'allais dire, le service de soins, le service de santé donc du citoyen, ça d'une part, et puis en même temps, ça raccourcit également les délais de prise de rendez-vous et ça donne également une meilleure équité en termes de géographie, d'accès géographique aux soins. Donc, pour répondre à votre question, alors, il y avait une véritable mutation. Donc, j'estime que le Maroc, en fait, il a fait un très grand bond en avant en termes de digitalisation du secteur de la santé. On le voit à plusieurs niveaux. Alors, on le voit au niveau de l'adoption des systèmes d'information. Donc j'en profite que Sidrissi est juste à ma droite pour confirmer mes dires. Effectivement, en termes de systèmes d'information aujourd'hui, donc, pratiquement tous les hôpitaux du Maroc sont aujourd'hui digitalisés, ce qui n'était pas le cas avant. La télémédecine est devenue une réalité. Le public. Exactement, mais également plusieurs institutions privées qui s'y sont mis. On est en train de parler aujourd'hui également de dossiers patients partagés, d'interopérabilité en santé. On est en train donc... C'est en cours, c'est opérationnel? C'est en cours. Vous dites ou c'est en cours? Alors pour l'informatisation, pour l'informatisation donc des hôpitaux, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Et il y a pour donc le partage de... Voilà, il y a des chantiers qui sont en train d'être mis en place pour justement le partage de données de santé. Et par rapport à la télémédecine, pour y revenir, alors justement aujourd'hui, on a des cas réels qui ont prouvé que la télémédecine n'est plus une illusion, ce n'est plus de l'utopie, c'est une réalité donc qui concerne aujourd'hui plusieurs milliers de patients au Maroc, mais également en Afrique. Alors, j'ouvre la parenthèse de l'Afrique pour rappeler quelques chiffres. Alors, en Afrique, nous sommes en train de parler quand même de chiffres qui sont assez alarmants aujourd'hui. Il faut le dire. Aujourd'hui, en Afrique, on est en train de parler de 10 lits d'hôpitaux pour quand même 10 000 patients. On est en train de parler donc de 20 médecins pour 100 000 patients. On est en train de parler d'une mortalité maternelle qui est quand même de 50% de la mortalité maternelle mondiale. On est en train de parler d'un continent où 5
enfin plutôt des enfants de 5 ans, 50% des enfants de moins de 5 ans décèdent donc malheureusement donc, de suite de maladies qui sont aujourd'hui évitables. Donc aujourd'hui en Afrique, il y a une véritable opportunité de la mise en place donc, de nouvelles technologies dans le monde de la santé qui vont permettre surtout de faire de la médecine préventive avant de passer au curatif bien entendu. Et la télémédecine, la UMT, l'intelligence artificielle sont tous des leviers qui vont nous permettre d'atteindre très rapidement ces objectifs-là. Comment ? Alors tout d'abord, avec des exemples concrets, juste pour qu'on rapproche davantage. Mais bien sûr, pour les téléspectateurs. Oui, je creuse pour non, mais vous avez tout à fait raison. Pour qu'ils comprennent. Parlons tout d'abord de la télémédecine. Alors, lorsque vous avez un médecin, en fait, qui est affecté à une région, d'accord. Donc, j'allais dire par la force des choses, il va être cantonné quelque part à prodiguer donc des services de santé uniquement dans son bassin de desserte. Par contre, vous avez d'autres populations qui sont dans des endroits isolés, des déserts médicaux, comme vous avez dit, et qui vont être privées justement de ces services de soins parce que tout simplement, en Afrique, sur notre continent, nous n'avons pas assez de médecins par rapport à ce qui est recommandé déjà par l'OMS. Et puis, quand bien même ces médecins seraient disponibles, après, vous avez les difficultés d'accès, vous avez des problèmes d'ordre logistique, géographique, etc. Donc, avec la télémédecine, pour reprendre cet exemple, vous avez la possibilité justement de prendre en charge plus de patients à isovolume en termes de médecins déjà, et en même temps de leur offrir des services à valeur ajoutée. Je m'explique. Grâce à la télémédecine, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire appel à des spécialités médicales qui ne sont pas forcément disponibles à votre proximité immédiate. Donc aujourd'hui, avec des équipements connectés, comme ce que nous faisons au niveau de Mediote, où nous sommes concepteurs et fabricants et déployant donc des solutions donc de dispositifs médicaux connectés, aujourd'hui, vous avez la possibilité, par exemple, de monitorer un patient à distance. Prenons un exemple tout simple. Un patient hypertendu. Un patient hypertendu, donc c'est malheureusement, en tout cas jusqu'à date, une pathologie chronique qu'on ne peut pas guérir définitivement, mais pour lesquelles des traitements existent. Et on peut avoir une vie tout à fait normale si on prend le soin de bien se traiter. Encore faut-il surveiller périodiquement sa tension. Donc aujourd'hui, parmi les solutions qui sont développées, que nous développons et qui sont déjà sur le marché et qui ont fait leurs preuves, c'est par exemple le fait de pouvoir disposer d'équipements connectés qui vont mesurer votre tension en temps réel et de transmettre ces informations en temps réel, par exemple, à un médecin qui va vous suivre. Si on ajoute à cet édifice-là, par exemple, une couche d'intelligence artificielle, on peut aller au-delà. On peut détecter automatiquement les variations de tension, déclencher des alertes intelligentes par la suite, qui vont faire ensuite déclencher, par exemple, une véritable prise en charge adaptée. Et là, si vous permettez, on est en train de parler de plus en plus de médecine personnalisée et adaptée. On ne soigne pas un hypertendu de la même manière qu'on soigne un diabétique, qu'on soigne une autre personne. En fait, on va prendre de plus en plus en considération, j'allais dire, les particularités de la personne pour pouvoir le traiter de manière, on va dire, plus pointue. Et là, c'est la fameuse médecine personnalisée dont on parle depuis longtemps, qui est devenue aujourd'hui une réalité. Et elle est personnalisée et elle est démocratisée aussi. C'est-à-dire Absolument. que là, nous parlons quand même d'une population qui n'a pas accès aux services de santé de base. Exact. Et donc, où vous venez apporter cette... Tout à fait. Cette alternative. Exactement. Qui est déjà opérationnelle aujourd'hui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Mediote, par exemple, en tant qu'acteur global de la santé, eh bien, nous sommes non seulement, on va dire, pourvoyeurs de solutions technologiques, mais également, on va dire, acteur global de la santé avec des ressources humaines qu'il faut dans le domaine de la santé, avec, j'allais dire, toutes les équipes nécessaires de professionnels de santé. Infirmiers, médecins, etc. Et plus particulièrement, nous disposons également de plateaux de télémédecine qui peuvent être mis à contribution, notamment pour tout ce qui est en rapport avec la médecine spécialisée. On a parlé tout à l'heure de l'exemple de l'hypertension artérielle. Eh bien, l'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est une maladie multifactorielle. Elle peut toucher plusieurs organes, elle peut toucher les reins, elle peut toucher les yeux, elle peut toucher le cœur. Et donc, en général, vous avez besoin vraiment donc, de plusieurs avis spécialisés qui vont se concerter, qui vont travailler de pair pour pouvoir mieux traiter ce patient-là. Et bien entendu, j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, la médecine devient de plus en plus vaste. Et je pense que le dernier médecin a maîtrisé toute la science médicale de son époque, a dû mourir et décéder donc depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de cerner tous les aspects, d'où justement le rôle également de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui vient rajouter, on va dire, une couche supplémentaire en termes de maîtrise. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, en centralisant le savoir médical, en étant entraîné sur plusieurs, on va dire, jeux de tests, plusieurs échantillons, plusieurs dossiers, acquiert un savoir-faire aujourd'hui qui vient assister le médecin, pour pouvoir lui prêter main forte en termes d'aide au diagnostic. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment dans le cadre de la médecine préventive. Et bien sûr, c'est applicable pour l'Afrique aussi. Est-ce que la health-tech se finance plus facilement que les autres secteurs de
de la tech. Et aussi, en fait, ce qui m'amène à cette question sur... Vous avez parlé d'un chiffre très important tout à l'heure, 450 investisseurs. Tout à fait. D'où? Est-ce qu'il y a des nationalités en particulier? Parce que le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, et on a su aussi qu'en 2022, il y a eu quand même un petit coup de mou des investissements en capital risque en Afrique. Bon, c'est après le Covid, c'est un peu normal. Mais ce genre de manifestation, tel que le GITEC, c'est ramené plus de 400 fonds d'investissement, ou en tout cas source de financement pour ces startups. C'est une aubaine extraordinaire. Absolument, mais plus que ça, pour le World Future Health Africa, qui démarre exactement donc, le premier jour, donc le 29 à 14h, on démarre avec le World Future Health Summit, dans lequel donc, il y aura donc investissement summit, pardon. Donc il y aura des discussions sur le non seulement échange par rapport aux nouvelles technologies, mais au niveau de l'investissement. Donc la première journée, donc l'après-midi, elle est dédiée à l'investissement. Le deuxième jour, donc, il y aura l'inauguration de World Future Health Africa par M. le ministre de la Santé qui sera là. Et puis le troisième jour, donc, il y aura des conférences avec Africa CDC. Donc voyez-vous, donc, la première édition de World Future Health Africa est très riche en termes d'échanges, en termes des sujets qui vont être débattus sur place. Donc on a parlé de dossier du patient, on peut parler également de la feuille de soins digitalisée, on peut parler de l'apport de l'intelligence artificielle, etc. Donc tous ces sujets-là, ils vont être débattus sur place. Et également, donc, nous aurons des experts qui vont venir de l'international, des experts marocains, comme toi, donc, Dr Chacheur. Également, donc, je remercie donc, la Fondation Hamsis de Sciences de la Santé, qui est notre partenaire et officiel pour la transformation de la santé, qui seront là et qui vont parler effectivement de l'innovation. Mais l'investissement, il sera très, très présent, effectivement, dans le World Future Health Africa. Une chose que je rajoute, et cette année, donc, on est en train de... Donc, l'inauguration, en fait, de World Future Health Africa, il va être inauguré par ce qu'on appelle le GITEX Healthcare 5.0. Donc, on n'est plus dans la médecine 4.0, on est déjà dans la médecine 5.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, donc, le World Future Health Africa, donc, c'est la première édition. Donc, l'inauguration, donc, il aura lieu par M. le ministre, et également GITEX. Et on est en train de faire évoluer, donc, le World Future Health Africa vers ce qu'on appelle un GITEX Healthcare 5.0. Parce que le besoin est là. Parce que le besoin est là. C'est l'un des... Enfin, c'est le continent du futur, avec... Absolument. Avec une démographie qui est, contrairement à d'autres continents... Tout à fait. Alors, je rajoute quand même une chose. Donc, il y a le World Future Health Africa, donc la conférence de la première édition, mais il y a aussi les grandes sociétés donc, qui seront présentes dans l'autre côté GITEX, mais qui sont aussi dans la santé. Et donc là, donc, il y a Orange, il y a Orange Santé, donc il y a Oracle qui ont des solutions dans la santé, il y a Huawei aussi, donc toutes ces, Microsoft aussi, donc toutes ces grandes marques, donc ils vont exposer des solutions qui sont liées à la santé digitale. Il y a de la compétition. Bien sûr. Et on s'en réjouit. Mais c'est que le Maroc, quand même, soit en compétition avec des géants de la tech. Là, on n'est pas en train ou des géants des télécoms. C'est intéressant, des télécoms et des infrastructures. Et le Maroc, il s'apprête donc à se lancer dans l'aventure de la 5G. J'imagine que ça va parler 5G pendant ce JTEC. C'est la grande nouveauté. Madame la ministre a fait l'annonce cette semaine, une semaine du début du JTEC, et donc ça donne vraiment un peu une idée sur l'importance des annonces et puis des sujets qui y seront traités, qui sont d'actualité, qui concernent le Maroc, mais d'autres pays africains aussi. Tout à fait. Il y a des sujets qui vont être discutés pour la 5G, des sujets qui vont être discutés au niveau de la réglementation aussi. Donc la réglementation qui permet de mettre en place la digitalisation, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du fintech. Il y aura aussi une réglementation, des sujets sur la réglementation qui vont discuter au niveau de la fintech. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt de GITEX Africa Morocco, c'est pour répondre à notre quotidien. C'est répondre à notre quotidien. J'aimerais bien revenir sur le rôle des DSI, ces DSI que vous représentez, donc ces utilisateurs. On sent que ces dernières années, peut-être c'est grâce au travail de l'OSIM ou que sais-je, mais on sent qu'ils contribuent aussi et puis ils sont de plus en plus écoutés. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité ou de machine learning ou d'intelligence artificielle, ce sont des sujets qui parlent davantage aux chefs d'entreprise et qui...
dont on parle dans ce JTEX, mais qui se démocratisent, dont l'utilisation est de plus en plus démocratisée au Maroc. Vous pensez que les choses sont sur un bon train bien positif au Maroc? Moi, je pense que la dynamique est bonne. Je pense qu'effectivement, le rôle de l'OSIM, effectivement, il est important parce qu'on est une association d'entreprises représentée par les responsables technologiques. Donc, on se donne l'occasion d'échanger, de capitaliser sur ce qui existe et d'apprendre ce qui se passe sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit uniquement le rôle des DSI qui devient plus important. C'est la technologie elle-même qui, aujourd'hui, est vitale. Oui, mais on n'est pas conscient de son importance. Par exemple, la cybersécurité, parlons-en. Si on n'est pas conscient de l'importance de la cybersécurité, on risque d'y passer. La réponse est très, très simple. Aujourd'hui, oui, elle est évidente. Mais pour un chef d'entreprise, avec l'investissement que cela nécessite, il va y réfléchir à plus d'une fois avant de prendre la décision de s'engager dans un investissement pour se protéger. En fait, l'expérience Covid a servi à ça. Elle a aidé à ce que chacun de nous, de tous les citoyens, quelle que soit leur responsabilité, prennent conscience qu'à un moment donné, on était totalement coupé et sans ces technologies-là, la vie n'aurait pas continué. Et la vie a continué avec des difficultés, avec des choses qui sont améliorées. Donc, la sensibilité par rapport à la criticité de la technologie dans notre quotidien a changé notre vie. Et quel que soit le secteur, on va parler des médias, on va parler de l'agriculture, de la finance, ça se retrouve partout. Et aujourd'hui, on commence à réaliser que des révolutions se passent en une année. Si on parle de le GenAI, ça existait. On n'en parlait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, tout le monde sait que notre quotidien, c'est quand on va préparer une émission, par exemple, on va poser quelques questions à ChatGPT pour avoir des idées. On sait que ce n'est pas nécessairement totalement fiable, mais ça permet d'avancer notre réflexion. Mais opérationnellement, au niveau des entreprises, on sait que ce type de technologie, on doit les intégrer. Ce n'est pas une question pour être meilleur, c'est juste pour survivre. Aujourd'hui, la technologie est nécessaire pour survivre. Et le rôle des DSI, ce n'est pas nécessairement d'être celui qui détient la vérité. Aujourd'hui, je pense que tous les métiers... Même. En fait, c'est peut-être ce mindset qu'il faut changer. C'est que tous les métiers, tous les acteurs d'une entreprise doivent être porteurs de la technologie. Le DSI est là pour faciliter la mise en œuvre pour que ça se fasse de manière coordonnée. Parce qu'aujourd'hui, la technologie est un peu notre oxygène. On ne peut pas empêcher un commercial de lui dire « tu n'auras pas le droit de technologie ». Un médecin. Vous êtes médecin de formation, exactement. Il faut le préciser. Nous avons un ingénieur, mais il y a un médecin à côté. Exactement. Et donc maintenant, vous êtes un médecin 4.0. Voilà, un médecin augmenté. Un médecin augmenté, voilà. Mais c'est ça. Mais est-ce que les solutions, justement, parce que j'aimerais bien que je lier cela aux startups marocaines, est-ce que vous faites appel à des startups marocaines pour développer des solutions qui vous serviront dans votre activité indépendamment du secteur dans lequel le DSI évolue? Oui. Que ce soit au niveau du CAM ou d'autres banques, ou bien d'autres acteurs au niveau du secteur agricole, dans l'industriel. Aujourd'hui, des startups marocaines signent des contrats et travaillent avec des entreprises marocaines. On a des exemples concrets au niveau de notre banque, on en a d'autres au niveau du secteur agricole, parce qu'effectivement, en fait, cette accélération technologique donne l'opportunité aux startups de faire. Et aujourd'hui, le Maroc, il capitalise sur quand même une jeunesse qui est très riche et qui est très brillante. Et les jeunes, il y en a beaucoup qui se sont lancés, qui ont lancé de beaux projets. Et non seulement ils ont réalisé la technologie, mais derrière ça, ils ont commencé à la vendre, à la distribuer, ils ont réussi à avoir le financement. C'est un projet qui est énorme. Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé à réussir. Bon, on aimerait qu'effectivement, ça soit avec un impact plus fort, parce que ces startups-là, c'est ceux qui vont garantir l'indépendance technologique, enfin l'indépendance, la souveraineté du pays, en tout cas de gagner un peu plus en souveraineté. Donc c'est vraiment important, et c'est vital. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font des projets. Et nous, concrètement, on en a certains. Et le fait de visiter un peu ces halls du JTEX permet aussi à ces startups. En parlant de cela, comment les startups ont été choisies qui exposent? Donc il y a combien de 200 sur le... Alors en fait, en total, il y a un peu plus de 700 startups
Oui. Il y aura à peu près plus que 200 startups marocaines. Donc il y a le Morocco 200 dont je vais revenir. Et il y aura aussi 250 à 300 startups africaines, plus d'autres startups qui vont venir de l'Europe et du Moyen-Orient. En total, 700 à 750. Comment les startups ils ont été choisis? Je reviens sur le programme Morocco 200 qui a été initié par le ministère de la Transition numérique. Et au passage, donc, je remercie Madame la Ministre parce que ce programme donc, il permet de subventionner les startups à hauteur de 95%. Donc j'ai fait le roadshow donc, avec le cabinet de Madame la Ministre et également de l'Agence de développement digital. Nous avons rencontré à peu près 1000 startups au Maroc, donc dans 4 régions. Pendant le Ramadan. Donc nous avons discuté avec ces startups-là. Donc nous avons série A, série B, est-ce qu'il y a une taille qui est prérequise ou pas? Non, en fait, au début, c'était juste les rencontrer, les écouter, les motiver pour qu'ils déposent leur candidature, pour qu'ils soient vraiment candidats par rapport au Morocco 200. Après, il y avait des critères de sélection qui étaient fixés par l'Agence de développement digital et le cabinet donc, du ministère de la Transition numérique. Et donc, ils ont sélectionné 200 startups dont la liste a été publiée il y a quelques jours. Donc, c'est une très bonne initiative parce que nous aurons quand même, le Maroc aura 200 startups qui seront représentées pendant GTEx Africa, deuxième édition au Morocco, du 29 au 31 mai. Mais une chose qui est aussi très importante, ce qui m'a beaucoup marqué, et je souhaite partager avec vous, j'étais à Agadir, j'ai rencontré à peu près 170 startups. Et parmi ces startups, j'ai rencontré une startup qui n'a pas été sélectionnée l'année dernière, mais qui sont partis au GTEx et qui ont rencontré beaucoup de clients. Et l'entrepreneur, il m'a dit, écoutez, donc, nous n'avons pas été sélectionnés, mais j'ai fait beaucoup de réunions et j'ai eu un client. Et ce client maintenant, qui est en Arabie Saoudite, il représente plus de 80% de mon chiffre d'affaires. Donc voilà GTEx. GTEx, c'est ça. Et ce sont des startups qui doivent effectivement montrer leur dynamisme pendant cet événement-là, parce que 3 jours, c'est court, et il faut préparer dès maintenant. Donc surtout si elles ont payé leur droit de participation, je pense ils vont pas payer grand-chose, donc ça a été subventionné. Ah oui, c'est vrai, oui, vous le rappelez, ça a été subventionné par l'État. Absolument, absolument. Mais vous faites bien de le préciser, Chakib Achour. Donc, finalement, c'est juste pour finir, il nous reste un dernier tour de table. C'est une bonne chose tout cela. Je vais finir par Maroc Digital 2030 parce que c'est d'actualité, le GTEx en attendant. Maroc Digital 2030. Honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est vraiment engagé dans la voie du digital, de la transformation digitale. Donc, j'allais dire, indépendamment du secteur. Bon, je vais parler peut-être plus du secteur de la santé. Moi, je pense que le Maroc, aujourd'hui, est devenu l'un des leaders, on va dire, et on n'en a pas à en rougir, donc, dans le secteur de la santé. La télémédecine est devenue une réalité. L'Internet des objets connectés est devenu également, j'allais dire, une réalité. L'intelligence artificielle fait partie aujourd'hui de notre quotidien et c'est vraiment frayé un chemin dans les mœurs, y compris au niveau de la pratique médicale. Honnêtement, je n'ai que beaucoup de bancs, je ne sais pas comment dire, mais... Le professeur Chachor est très optimiste. Très, très optimiste par rapport au domaine de la santé et par rapport à la health tech. Bien de préciser par rapport au domaine de la santé. Les prérequis pour qu'on soit un hub régional de la technologie, c'est Hussein Drissi. Alors, pour qu'on soit un hub régional, il y a un certain nombre de prérequis. Je pense que le capital humain est le premier. De bons DSI. Non. La vérité. Alors, ça nous touche, nous, en tant que DSI, parce qu'effectivement, il y a une vraie sécheresse, en tout cas un manque. Tout le monde en souffre. Mais j'imagine que les startups aussi en souffrent. Et en fait, le capital humain, c'est le nerf de la guerre. C'est aussi important que l'argent, c'est ça. Maintenant, effectivement, une vision, je pense que la vision, elle est claire. Je pense qu'il y a les prérequis au niveau de ces stratégies. Donc, si on a la vision, si on a les moyens, après, c'est une très, très forte mobilisation, un dynamisme. Et bon, nous, c'est notre métier, c'est au quotidien aller courir et faire aboutir les projets. C'est ce qu'on attend de tous les acteurs et chacun dans sa responsabilité. Parce que c'est facile de dire telle entité ou tel gouvernement ou tel n'arrive pas à faire aboutir, mais en fait, c'est un travail d'équipe. On ne peut réussir à mettre en place ou à faire aboutir une Digital Nation ou quelle que soit l'ambition qu'on veut réaliser, que si jamais chacun contribue et fait la partie qui le concerne correctement. Et de ce côté-là, moi aussi, je suis plutôt confiant. On aimerait bien que ça avance plus vite, mais la responsabilité est partagée. Un dernier mot, Chakib Achour, ça vous fait sourire. La responsabilité est partagée.
Oui, bien sûr, la responsabilité est partagée, mais je pense qu'il faut se réjouir pour ce genre d'événement qui a lieu au Maroc. Je crois que c'est une très bonne opportunité pour le Maroc, mais également pour le continent africain. Et aujourd'hui, le Maroc il est regardé non seulement par les pays africains comme un leader, mais également par les pays européens. Donc il faut savoir que l'année prochaine, donc, on est en train de préparer le GTEx Europe, qui aura lieu à Berlin. Et donc notre objectif, ça va être de créer des liens, des complémentarités entre GTEx Africa et GTEx Europe. Donc, in fine, je suis très optimiste, et surtout quand vous voyez donc, le nombre de sujets qui va être discuté pendant GTEx. Donc, je n'ai pas eu le temps d'énumérer tout ça. Donc, on a parlé du FinTech, on a parlé du Healthcare, mais on va parler aussi de la connectivité, on va parler aussi de l'eau, on va parler de l'agritech, on va parler du Green Energy. Alors, tous ces sujets-là d'actualité, ils seront discutés pendant GTEx. Vous avez parlé de compétences. On va rappeler quand même que les Émirats arabes unis, par exemple, veulent former 1,5 million d'Africains au métier numérique d'ici 3 ans. Donc, c'est dire que finalement, c'est la course à... Vous avez dit que le financement, ça pouvait être accessible, mais effectivement, la ressource numéro 1 de toute transformation, si on la perd, et malheureusement c'est le cas aussi du Maroc avec cette fuite des capitaux, des cerveaux, pardon, elle représente quand même un frein à toute numérisation, digitalisation de toute économie. Et c'est une bonne chose en tout cas, et on voit qu'il y a un engouement pour l'Afrique de toutes les puissances. On voit les Émirats arabes unis, mais pas que. Il y a des Américains qui seront là, des Chinois, des Européens, des grands noms de l'industrie de l'innovation en Europe et ailleurs. Bref, c'est la grand-messe incontournable de l'innovation au Maroc, en Afrique, et Marrakech va se transformer le temps de 3 jours en véritable capitale de l'innovation régionale et continentale et aussi mondiale, parce qu'il y a de grands acteurs mondiaux qui seront présents. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Hussein Drissi, un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Plaisir aussi partagé pour vous, professeur Chachour et Chakib Achour. Merci. Je vous souhaite un bon GITEX 2024 et nous ferons peut-être le bilan après. Mais il faut être présent sur place avec nous. Mais évidemment, évidemment, cela va de soi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, et ça fait quand même chaud au cœur de voir que un tel événement se tient au Maroc, cette confiance renouvelée par les acteurs internationaux de la finance, comme ce fut le cas pendant les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en octobre dernier, et tous les grands événements mondiaux qui choisissent la destination Maroc, et ce n'est pas pour rien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée.